Bonjour, c'est Emmanuel Macron. Bonne année les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça lui fait du bien de nous écouter quand même. Et on vous souhaite la bienvenue, on vous souhaite une excellente année. Salut Philippe David. Salut Cécile, meilleurs vœux. Même si on s'est déjà souhaité évidemment, Ouais. et meilleurs vœux à toutes et tous les auditeurs de Sud Radio en général et des vraies voix en particulier. Et on est bien content de démarrer de cette nouvelle année 2025 avec vous. On vous souhaite le meilleur, bien entendu. À nous aussi, on nous souhaite le meilleur. Mais sans vous, on ne peut pas faire grand-chose. Et on est ravis de vous retrouver. Allez, on est ensemble jusqu'à 19h, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Vous pouvez nous rejoindre, vous le savez, sur TikTok, sur Facebook, sur Twitter, Instagram, et vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30. Des tracteurs aux abords de Paris. Une ministre qui appelle à ne pas bloquer la capitale. Jour de rentrée scolaire, la coordination rurale lance donc une démonstration de force à quelques jours des élections dans les chambres d'agriculture. Le deuxième syndicat du secteur en appelle à faire appliquer les mesures annoncées l'hiver dernier. Alors parlons vrai, est-ce le retour du mouvement des agriculteurs un an après? Et à cette question, faut-il s'attendre à une mobilisation massive des agriculteurs? Vous dites oui à 77%, vous voulez réagir? Aude attend vos appels massivement au 0826 300 300. Sophie Lénart sera avec nous, première vice-présidente de la coordination rurale, responsable de la section lait et éleveuse laitière dans l'Oise. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. 3 influenceurs algériens ont été arrêtés ces derniers jours après avoir incité sur TikTok à s'en prendre à ceux qui critiquent le régime. Un dossier complexe dans une période où les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont très tendues. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a par ailleurs émis des doutes sur la volonté d'Alger de respecter la feuille de route bilatérale de 2022. Alors parlons vrai, pensez-vous que l'Algérie pourrait être derrière ces influenceurs? Et à cette question, affaire des influenceurs, l'Algérie cherche-t-elle à déstabiliser la France? Vous dites oui à 89%, vous voulez réagir? Encore et toujours le 0826 300 300. Et on vous souhaite la bienvenue dans cette version des vraies voix 2025. Les vraies voix Sud Radio. Avec un Philippe Bilger augmenté. Revigoré. Dopé? Non, pas pas dopé, mais émotion que le président nous ait souhaité la bonne année. Ah bah oui, c'est pas du fake. Hein. Et attendez, et Joe Biden, Donald Trump va le faire le 20 janvier prochain lors de son investiture. Absolument. Long live the true voices. Ouais. Bon, on verra. Françoise Desbois est avec nous. Coucou les Bonsoir, amis, Françoise, bonne année tout le monde. Bonsoir. Vraiment, quelle joie. Mais ça lui ferait du bien à Macron d'écouter un peu les vraies voix. Moi, je trouve qu'il faut quand même le dire à l'Élysée. Branchez-vous, 17h-19h, ça va vous détendre un peu. Ça détend du string, tu vois ce que je veux dire. J'adore cette expression. Dans la même phrase, Emmanuel Macron est string. Ça démarre bien. Jean Dorido est avec imagé. nous. Bonsoir, Jean. Bonsoir les amis, meilleurs vœux à toutes et à tous. Oui. Et je pense que le président nous écoute quand même, bien sûr. avec ou sans string. Et vous C'est son écoutez Jean-Jacques Bourdin, j'imagine. Bien sûr, j'écoute tout ce que je peux. Écoutez cette phrase du jour assez incroyable ce matin. Quand les ascenseurs tombent en panne tous les 2 jours, moi j'en ai discuté avec les habitants hier, c'est insupportable. Donc maintenant, moi je souhaite que les bailleurs sociaux fassent leur job. Il faut que les ascenseurs fonctionnent, il faut que ce soit propre, il faut que les boîtes aux lettres ferment, c'est simple. C'est ça la ministre de la ville. Si je dois être la ministre des ascenseurs qui marchent, je serai la ministre des ascenseurs qui marchent. Voilà, la ministre Juliette Méadel, ce matin chez Jean-Jacques Bourdin. Elle était bien avant, elle continue à être bien. C'est l'ascenseur social qu'il faut réussir à réparer, Oui, parce qu'il est oui, bloqué depuis très longtemps. Mais ça, c'est Elle en Elisabeth a parlé. Borne. Oui. Bah oui, on peut Mais c'est Dans bien, les c'est villes, bien, dans c'est bien. certains immeubles, que les ascenseurs ne marchent pas, je trouve qu'elle a raison, parce qu'il faut imaginer ce que c'est. Hein. Alors moi j'ai vécu dans une grande tour quand je suis arrivé à Paris, parce que j'avais pas du tout les moyens, j'étais jeune journaliste, de me loger, donc j'étais à Saint-Denis Université, et c'est un enfer quand l'ascenseur, vous avez 25 étages, est en panne. Mais vous savez, c'est des vœux pieux, parce que Juliette Méadel, Claude Barthelone avant elle, je peux vous citer tous les ministres de la ville qui ont essayé pendant 30 ans de faire que les ascenseurs soient réparés, et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, ça Oui, ne mais marche pas. 2025, l'espoir Oui, vivre. mais je suis exactement. d'accord. Je suis d'accord Voilà. avec vous, je suis d'accord avec C'est vous. ça. Je crois que le meilleur ministre des tenez. ascenseurs, ce serait Otis Redding. Ah bon, c'est très bon ça. Non, ne commencez pas. Ah si, c'est bien, non mais c'est bien, c'est gros niveau quand Et même. avant d'avoir notre vraie voix du jour, Eric qui nous appelle de Pau, une résolution? Une résolution, travailler
toujours mieux, toujours davantage, avec toujours plus de passion. Françoise, beaucoup de joie pour tout le monde. La joie surtout, le plus important. Être plus équilibré dans mon caractère. Ah bah ça c'est pas évident. Il y a du job. Allez, 0826 300 300. Ambitieux, très ambitieux. Avec Eric qui est là. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric de Pau. Oui, bonsoir. Ouais. Je vais pas la refaire. Pourquoi? Il y en a un qui a du bol, je vais pas la faire tous les ans. Moi, je l'ai faite l'année dernière, ça pouvait attendre. Et Eric, bienvenue d'abord, on vous souhaite la bonne année. Bonne année. Et puis vous vouliez revenir sur le rôle du Sénat, mais à quoi ça sert aujourd'hui? Le Sénat, mais ça sert à rien. Ah. Enfin, c'est pas une question que je vous posais, c'est votre coup de gueule du jour. Ah ben oui, c'est mon coup de gueule parce que voilà, le budget du Sénat, c'est rechercher de l'argent de partout, c'est 400 millions d'euros par an et cette assemblée, c'est strictement rien parce que les lois sont votées à la Chambre des députés, alors elles passent au Sénat pour savoir ce qu'ils en pensent. Hein. Et bon, comme ils en disent, c'est pour justifier le salaire, ils en discutent un peu, ils arrangent quelques trucs, mais ça sert à rien, ça repart à l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui décide. Alors, il faut m'expliquer à quoi sert le Sénat. Alors, on va faire réagir l'intérêt du Sénat. Alors, il y a une vraie importance. Moi, je trouve que le Sénat a de l'intérêt. C'est une chambre de réflexion et il est inutile de rappeler d'ailleurs le rôle capital du Sénat avec les commissions d'enquête qui ont été les siennes. Et il me semble que tous les pouvoirs qui veulent amplifier leur emprise n'ont qu'une envie, c'est de supprimer le Sénat. Il faut le garder. Moi, je pense que c'est très important, le Sénat, vraiment. D'abord, ce sont les territoires, au sens premier du terme. C'est vraiment la vie des Français. C'est une chambre que j'aimerais voir renouvelée, parce que j'aime beaucoup, par exemple, les travaux de Pierre Rosanvallon sur la nouvelle étape de la démocratie participative. On pourrait, par exemple, tirer au sort, c'était ce que préconisait Rosanvallon, un tiers des sénateurs, les tirer au sort pour en faire des citoyens, mettre des citoyens. Donc, non, mais le Sénat, moi, je suis vraiment pour le bicamérisme. Ça me paraît être très important. Alors oui, je manque d'originalité. Je pense aussi que c'est hyper important en fait que le Sénat perdure, même ce renouvellement par tiers qui n'est plus d'actualité en fait. Hein, maintenant, je regrette parce que ça confère justement ce fameux train de sénateurs qui est un temps long, qui est un temps de réflexion. Bien sûr, je rejoins notre auditeur, ça coûte beaucoup d'argent, ok. Pour autant, c'est un fait que c'est quand même quelque chose, c'est effectivement le fait qu'on ait deux chambres, ce fameux bicamérisme, je salue le vocabulaire de Françoise, c'est quand même une bonne chose. Allez, merci beaucoup Eric, vous restez avec nous, ça vient de tomber, hein. Justin Trudeau annonce qu'il démissionne, en tout cas de ses fonctions de Premier ministre au Canada. Voilà, on vous souhaite la bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, 0826 300 300, à tout de suite. C'est Stéphane Simon, je vous souhaite une très bonne année 2025, des petites, des grandes surprises, mais surtout des bonnes surprises avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il y a des métiers dans lesquels on est content finalement de revenir à la maison, au job, hein, au bureau. Voilà. Au turbin. Et nous avons cette chance, voilà, qui n'est pas forcément partagée par tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas leur métier. Et j'en suis bien triste parce que quand on est heureux au travail, en tout cas avec les gens avec lesquels on travaille et qu'on fait un travail, ben ça change la vie. Il est vrai. Bravo, avec Philippe Bilger aujourd'hui, Jean Dorido, moi, j'aime pas les vacances, Françoise Degois. Ah, moi j'aime les vacances. Moi j'aurais tellement adoré que le 1er janvier, il y ait quelque chose qui change dans cette émission. Vous voyez, qu'il y ait un des deux animateurs qui disparaisse, qui soit promu. Mais moi, ça n'a pas marché. Au contraire, je voudrais qu'il écoutez, je vous laisse. Comme c'était un animateur, j'ai compris que c'était pour moi. Vous êtes une animatrice. Non, parce que je suis peut-être en transformation. Personne ne le sait. Est-ce que vous pouvez développer? Quoique non, vous avez un point rouge entre les yeux, Philippe. Non, c'est bien vous. C'est bien vous. C'est bien vous. En tout cas, autour de cette table, Philippe Bilger, Jean Dorido, Françoise Degois et vous au 0826 300 300. Dans un instant, Félix Mathieu, The Is Back To. Ça va, Félix Mathieu? Ça va, Félix. Bonne année, Félix. Merci, bonne année tout le monde. Les trois mots dans l'actu, Félix? On va parler d'Emmanuel Macron qui dénonce l'international réactionnaire d'Elon Musk lors de son discours devant les ambassadeurs, de Nicolas Sarkozy devant le tribunal dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007, et puis de Marine Le Pen à Mayotte dans les ruines. Elle dénonce l'abandon par l'État du département de l'océan Indien. En trois mots, international, financement et ruine. On en parle dans un instant. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et ça va être un réquisitoire de soutien puisque vous êtes d'accord avec le garde des Sceaux, donc Gérald Darmanin. Cette année 2025 commence très bien puisqu'elle me permet assez régulièrement, au risque de vous lasser, de dire du bien de personnalités dont le bord politique ne m'est pas totalement étranger. Il n'y a plus Attal, je note, en fait. Non, je notais juste qu'il n'y a plus Gabriel Attal. Ma chère Françoise, vous êtes capable d'admettre qu'un homme peut avoir du talent et qu'on peut parfois le critiquer tout de même. Ce qui est mon cas, Gabriel Attal, ces derniers mois, ne m'a pas autant emballé que lorsqu'il a parlé de la Baïa. Je sens qu'un amour a chassé l'autre, c'est ce que je veux juste dire. Mais pas du tout. Vous n'êtes pas capable d'avoir dans votre immense plénitude plusieurs personnalités à la fois. J'aime beaucoup Retailleau, qui est un ministre exceptionnel. Ça nous avait Gérald Darmanin est un garde des Sceaux, pour rester sérieux, qui accomplit quelque chose de très intéressant par rapport au mandat précédent. Il ne se contente pas de parler de budget. Il a dit, bien sûr, il faut le maintenir, voire l'augmenter, mais il a priorisé un certain nombre d'objectifs, dont 4 en l'occurrence. Je ne les rappellerai pas pour ne pas prendre davantage votre temps, mais j'insiste sur le dernier qui est fondamental: simplifier les procédures, les rendre plus efficaces. À l'heure actuelle, en matière pénale, il faudra accepter peut-être de diminuer la bureaucratie, de simplifier la procédure et peut-être d'imaginer un système où on redeviendra une justice des visages, des regards, avec une présence de l'avocat, une contradiction dans sa plénitude, mais surtout plus de bureaucratie qui interdit profondément aux policiers comme aux magistrats de se consacrer à la seule chose qui vaille: l'attention, l'écoute, le dialogue. Françoise Degois. C'est très intéressant. Moi, je suis toujours très aligné sur ce que dit Philippe Bilger, parce que je pense qu'il Oui, sur la justice, je pense que c'est une... Pas surtout. Non, que sur la justice, et parce que je pense que dans le paysage audiovisuel, je le dis, je le redis, il faut le redire, il y a très peu de gens qui ont cette finesse-là de Philippe, qui est capable de penser contre ces mêmes opinions politiques. Donc vraiment, je m'aligne complètement. J'ai juste un bémol, dès qu'on parle de simplification de procédures, est-ce que la simplification des procédures, à un moment donné, ne nuit pas finalement à l'observation dans le plus large éventail d'une affaire? C'est juste ça. C'est une question, Françoise, mais là, elle est tellement intéressante et sans ironie qu'elle prendrait vraiment beaucoup de temps. J'ai toujours peur. Simplification, j'ai toujours peur. Bien sûr, je rejoins Françoise et Philippe. Toutefois, ce que je regrette, si vous voulez, c'est que cette simplification de circuit administratif soit une simplification contrainte en réalité pour des causes budgétaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment un choix. Et c'est un fait que la justice, quand on n'est pas spécialiste, c'est très très difficile à décoder, à suivre, à comprendre. Ça n'est pas enseigné à l'école. Vous pouvez faire en France de très grandes études sans jamais avoir la moindre idée du fonctionnement de l'appareil judiciaire français. C'est un gros manque et c'est même un problème pour le fonctionnement démocratique de notre pays. Et c'est un fait que mon premier élan, si vous voulez, quand j'entends parler de simplification au niveau de la justice, c'est un léger frisson dans le dos, parce que quand la justice se simplifie, ça me fait craindre une justice qui deviendrait davantage expéditive, et c'est toujours angoissant, bien sûr, pour un kidam. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots, Félix Mathieu, qui sont international, financement et ruine. Elon Musk, un patron de réseau social au service d'une internationale réactionnaire, tacle Emmanuel Macron devant les ambassadeurs. Il appelle par ailleurs l'Ukraine à des discussions réalistes avec la Russie. Le nouveau procès de Nicolas Sarkozy vient de s'ouvrir cette fois sur les soupçons de financement de sa campagne. Mais les deux sont valables. Oui, c'est vrai. S'ouvrir. À propos du financement libyen de sa campagne de 2007, financement par la Libye de Kadhafi, 5e inculpation en 5 ans pour l'ancien président. Et puis Marine Le Pen dans les ruines de Mayotte. Elle dénonce l'abandon par l'État de ce territoire, ce département de l'océan Indien, 3 semaines après le passage du cyclone. Les vraies voix Sud Radio. Alors,
Alors, c'est pas vraiment de cette internationale-là qu'Emmanuel Macron a parlé tout à l'heure lors de ses vœux aux ambassadeurs, une sorte de discours sur l'état du monde, à l'occasion duquel le chef de l'État a évoqué plusieurs grands sujets d'actu. Il a évoqué ce qu'il appelle donc le grand désordre des démocraties. Il y a quelques semaines à peine, la Roumanie a dû annuler une élection présidentielle en raison d'ingérence et de manipulation électorale clairement attribuées à la Russie. Qui l'aurait imaginé il y a 10 ans à peine? La France a été elle-même attaquée par des ingérences inacceptables dans la plupart de ses territoires ultramarins, et tout particulièrement en Nouvelle-Calédonie ces derniers mois, par l'Azerbaïdjan qui pensait là régler ses propres incompréhensions du fait que nous défendons le droit international et l'Arménie. Qui l'aurait imaginé? Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé? C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Justement, à propos de diplomatie, Emmanuel Macron a aussi appelé l'Ukraine à mener des discussions réalistes sur les questions territoriales, vu le contexte défavorable pour Kiev face à la guerre d'invasion russe. Des discussions réalistes avec la Russie pour à terme trouver une issue au conflit. Philippe Bilger, vous voulez réagir ? Je pense que Elon Musk, que j'aime bien par ailleurs, peut poser un problème tout de même. Voilà un homme qui doit rendre des comptes à des actionnaires et qui prend des positions politiques, notamment en matière de politique internationale, sans l'ombre d'un mandat tout de même, et qui va créer probablement sur ce plan-là des problèmes pour la politique américaine. D'ailleurs, je pense que d'abord, je salue Emmanuel Macron parce que quand même c'est très fort un chef de l'État qui répond directement à Elon Musk. Elon Musk depuis 3 semaines se mêle de tout ce qui ne le regarde pas. Il interpelle le roi Charles en lui demandant de dissoudre le Parlement. Il vient de traiter ce matin le Premier ministre britannique de méprisable en ressortant une affaire qui est vieille de 15 ans. Il va faire un space, c'est-à-dire une conversation sur X avec Alicia Verde qui est la patronne de l'AfD. Même Marine Le Pen considère que Alice Weidel. Même Marine Le Pen considère que l'AfD est beaucoup trop extrémiste. Donc il salue Nigel Farage, il salue l'international d'extrême droite, il dit réactionnaire, il est gentil. Donc moi je trouve que le fait que Emmanuel Macron prenne une position forte, c'est bien, et je crois, moi, pour rejoindre ce que dit Philippe, je vais plus loin, je pense que c'est Trump lui-même qui va régler la question Musk. On sent que Trump commence déjà, vous allez voir, il va lui dire maintenant tu te tais, parce que c'est pas possible. Je suis pas sûr que ce terme d'international réactionnaire soit très heureux parce que ça convoque un imaginaire qui est souvent fantasmé. On parlait jadis d'international noir et puis bon, nous avons tous connu l'international, la première, la deuxième, la troisième. Donc là, Elon Musk, ce monsieur, il est tout seul. Alors il est ultra riche, d'accord, très puissant, d'accord. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit précisément un fervent collectiviste. C'est quand même quelqu'un qui prône le libéralisme depuis toujours. Donc il me semble qu'il faut assumer ses propres enfants. Je veux dire, Elon Musk, c'est l'enfant d'un système mondialisé. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique de toutes ces manifestations qu'il y a eu à l'époque contre l'OMS et autres. Donc, débrouillez-vous avec les parents de la fille, comme on disait jadis. Allez, le deuxième mot, financement. Le procès de Nicolas Sarkozy vient de s'ouvrir au tribunal de Paris. Pas de micro, voilà, pas de procès, pour pas de micro. le procès de Nicolas Sarkozy qui s'ouvre pour les soupçons de financement de la campagne de 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. 5e inculpation en 5 ans pour l'ancien
vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix, version classique, j'ai envie de dire. Philippe David, pas de cheveux, un petit bidou et de l'humour. Et de l'intelligence. De l'humour et de l'intelligence, ça fait plaisir. Non, elle a dit de l'humour, elle n'a pas dit intelligence. Si, de l'intelligence. Et de l'intelligence. Vous devriez aller voir un otorino, ça c'est ça. Et j'avais pas envie d'entendre ça vous concernant. Et je peux rajouter, et de la culture. Merci. Voilà. Et un nouveau truc qui est magnifique. À foison. C'est quelque chose. Le pull enlevé vous va pas mal. Je trouve que le pull enlevé vous va pas mal. Vous auriez intérêt à montrer un peu plus comme ça votre V. Je trouve que c'est pas mal. Votre V. C'est quoi ce truc? C'est un truc que je viens d'inventer. Mon Dieu. C'est un cadeau de Noël. On se demande bien de qui? C'est pas possible. Elle a gagné au loto, c'est pas possible. Le truc au-dessus ou ce que vous avez en dessous? Non, en dessous, je l'avais de l'époque, mais le dessus là. Alors c'est très radiophonique. Le truc en dessous ou le truc dessus. Extrêmement radiophonique. Encore une montre, une nouvelle montre. Non, ça je l'ai depuis longtemps. Ah ouais, d'accord, faut pas exagérer. C'est l'ancienne qui vous l'avait offerte. Quand vous aurez fini de disséquer, j'ai l'impression d'être à la police technique et scientifique. Mais il a eu des t-shirts récemment. On va peut-être s'arrêter avant le slip. Quand même, ça serait tout raisonnable. Pas discret. Surtout que je vous rappelle que nous avons une invitée qui nous attend et qui nous écoute. Oui. Allez, les amis, vous souhaite la bienvenue tout de suite. Les vraies voix, et c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On est là, il y a 150, 200 tracteurs qui arrivent. Là, ça va bouger. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas une réponse forte de l'État. J'appelle à tous les artisans à soutenir nos agriculteurs parce que finalement, les difficultés, même si elles ne sont pas les mêmes, on se rejoint dans des problématiques qui sont énormes. Aujourd'hui, c'est ici, mais pour moi, la prochaine étape, c'est pareil. Il faut les faire trembler. On veut moins de contraintes, on veut moins d'emmerdes, on veut qu'on nous laisse travailler. C'est plus possible. Et la troisième étape, si Paris ça bouge pas, c'est l'Europe, c'est Bruxelles. Et donc des tracteurs aux abords de Paris, une ministre qui appelle à ne pas aller bloquer, en tout cas la capitale, un jour de rentrée scolaire. La coordination rurale lance une démonstration de force à quelques jours des élections. Des membres d'agriculture, le deuxième syndicat du secteur, en appelle à faire appliquer les mesures annoncées l'hiver dernier. Alors parlons vrai, est-ce que la priorité numéro 1 du gouvernement devrait être de résoudre la crise agricole? Et à cette question, faut-il s'attendre à une mobilisation massive des agriculteurs? Vous dites oui à 77%. Vous êtes agriculteur, venez témoigner au 0826 300 300. Et puis pour en parler, Sophie Lénart est avec nous, première vice-présidente de la coordination rurale, responsable de la section lait et éleveuse laitière dans l'Oise. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne année d'avance. Bonsoir, Philippe Bilger. Une fois que j'ai dit à quel point la cause agricole, à cause de mon enfance, de ma jeunesse, m'est chère, je suis frappé de voir à quel point le ton des associations et des syndicats agricoles a changé ces derniers jours et il devient âpre, il devient très dur. Et tout à l'heure, je me permettrai de poser une question parce que n'étant pas un spécialiste tout de même de l'agriculture, j'avais tout de même l'impression que le gouvernement, s'il n'avait pas tenu tous ses engagements, en avait tenu certains tout de même. Et donc je suis étonné de voir que le ressentiment agricole non seulement ne diminue pas, mais s'amplifie comme si aucun engagement n'avait été tenu. Moi, Françoise Degois. Je comprends les agriculteurs, hein. Honnêtement, je comprends que le ton change et qu'il soit de plus en plus âpre et en colère. D'abord parce qu'on n'est pas loin non plus du salon de l'agriculture. Je vous rappelle que ça fait quand même 1 an qu'on a eu droit au cinéma de la personne pour laquelle vous aviez les jeux de Chimène à l'époque. C'était Gabriel Attal sur sa botte de paille, en train de faire toutes les promesses pour calmer tout le monde. Et puis on avait un président de la République en bras de chemise en essayant de convaincre les agriculteurs. Il ne s'est rien passé. Bien sûr qu'il y a des acrostiches. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont été, comment dirais-je, un peu améliorées, mais l'essentiel n'a pas été amélioré. La concurrence déloyale n'a pas été améliorée. Les marges entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, ces marges-là n'ont pas été améliorées. C'est ça l'essentiel, c'est-à-dire à part le gaz non routier où s'est passé quelque chose. Je suis d'accord avec vous, Cécile, mais la réalité du travail, du fruit du travail des agriculteurs qui n'est pas assez rémunéré, que ce soit les producteurs de lait, les éleveurs de lait d'ailleurs on dit, que ce soit, comment dirais-je, par rapport aux transformateurs et aux distributeurs, voilà, ça n'est pas réglé, ça demandait un combat politique qui n'a pas été mené. Et le dernier combat politique qui n'a pas été
été menée, en tout cas qui a été perdue pour le moment, c'est le Mercosur. Je comprends qu'ils soient en colère et il n'y a rien de démago dans ce que je dis. Et il y a d'autres choses encore. J'embraye sur ce que vient de dire Françoise. J'ai le sentiment, moi aussi, de comprendre cette colère. C'est exactement ce qu'a rappelé Françoise Degois. Ça fait quand même très longtemps, et même encore bien avant le salon de l'agriculture de l'an dernier, qu'il y a des promesses qui sont faites sans arrêt aux agriculteurs. Rien ne vient, et Dieu sait que je suis contre toute forme de violence, évidemment, dans le cadre de manifestations. Néanmoins, ça donne le sentiment que peut-être les agriculteurs sont presque trop gentils lorsqu'ils manifestent. Ils ont des principes, généralement, des digues qu'ils refusent évidemment de faire lâcher. Et je trouve ça assez dégoûtant, parce que je me souviens la rapidité avec laquelle des lois ont été changées à l'époque des Gilets jaunes. Et vraiment, j'étais le premier à m'insurger contre ces violences inadmissibles, honteuses. On se souvient de l'Arc de Triomphe dégradé, etc. Et il faudrait précisément que les gouvernements se fassent le nécessaire sans arriver à de telles extrémités. Or, ça n'est pas le cas. Les agriculteurs, ils manifestent et on a le sentiment que rien ne se passe finalement. Et ça met en colère. Allez, Sophie Linhart. Oui, c'est vous, première vice-présidente de la coordination rurale. Oui, bien sûr, vous avez la parole. Vous avez, subi quand même, entre les annonces, la dissolution et la censure, à chaque fois, ça repousse. Eh bien, je vais essayer, alors ce sera peut-être dans le désordre par rapport à tout ce que j'ai entendu, mais je voudrais déjà revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui et l'écœurement total de la profession par rapport à la façon dont on a été traité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait pour être traité de cette façon-là? Il me semble que l'agriculture était un point stratégique. L'autonomie alimentaire était quelque chose de stratégique, en tout cas à l'époque d'une certaine grande personne qui était général de Gaulle. En tout cas, c'était quelque chose de stratégique. La façon dont on a été traité aujourd'hui, je vous donne des exemples. 2 de mes collègues des Ardennes se baladaient ce matin près du Trocadéro, donc ils étaient 2 avec un bonnet jaune, amende 135 €. Ah bon? Donc porter un bonnet jaune aujourd'hui dans la rue, 135 €. Ça va? Alors, à partir de combien c'est une manifestation? C'est 2, c'est 3, c'est 4. Mes collègues qui ont été... un de mes collègues qui a été mis en garde à vue, notre secrétaire général, et les autres ramenés dans leur fourgon, tous, on leur a dit, vous n'avez pas le droit de manifester. Combien? Ils étaient 7. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et inversement, nous avons des collègues qui sont arrivés devant l'Élysée, devant d'autres ministères, dont un de mes collègues, je me permets de parler, c'est un cas personnel, je ne parle pas d'habitude de cas personnel, mais ce monsieur est en redressement judiciaire, il doit 41 000 € pour le 31 janvier, il ne les a pas. Et ça fait des mois et des mois qu'il explique son cas. Et il était avec sa chèvre devant l'Élysée. Il s'est fait embarquer comme des malpropres. Ils se sont fait escorter comme des voyous, repérés par des caméras. C'est inadmissible quand on me parle de grands hommes qui sont très sévères avec leur population, mais on n'en est pas loin aujourd'hui en France. Est-ce que c'est pas scandaleux ce qu'on entend, Philippe Bilger? Si, mais franchement. Mais au-delà de ces péripéties qui sont tout à fait éprouvantes, et je comprends votre indignation, quelle est la principale revendication de la coordination, Alors, madame? Les 2 choses pour lesquelles on était venu à Paris. Alors j'explique aussi à vos téléspectateurs pourquoi aujourd'hui et pourquoi, puisque certains nous disent vous aviez un rendez-vous le 13, vous n'êtes pas content. Non, parce que en fait, comme, et le calendrier veut ça malheureusement, partant, ça fait 1 an qu'on est dans les rues, mais demain le 7 janvier, on rentre en période de réserve électorale. Donc en théorie, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Et donc nous, dans notre tête, on s'est dit, puisque demain, ces périodes de réserve électorale, on ne sera pas reçu, on ne pourra pas travailler les sujets. Après, est-ce que ce gouvernement sera toujours là après son discours du 14? On n'en sait rien, je ne suis pas dans les instances. Donc on s'est dit, si maintenant on ne peut pas aller traiter 2 sujets, pour répondre à votre question, 2 sujets qui ne coûtaient rien ni à l'État ni aux contribuables, ces 2 sujets, c'était l'arrêt
de surtransposition de normes françaises, donc ne garder que les règlements européens pour que tous les agriculteurs européens puissent produire de la même façon, avec les mêmes normes et les mêmes contraintes, pour donner un produit final identique. Ça, c'était la première des choses. On n'a pas besoin de l'Europe pour ça, c'est un règlement franco-français, donc c'était quelque chose qui pouvait prendre un décret. La deuxième des choses, c'est que c'était intolérable pour nous d'avoir encore des contrôles. J'ai des collègues qui ont reçu le 24 décembre des lettres pour avoir des contrôles dans leur exploitation. Et nous demandions à ce que ces contrôles, puisque la DGCCRF et d'autres organismes de contrôle nous disent qu'il manque de personnel, eh bien que les gens qui contrôlent dans nos exploitations ne viennent plus chez nous, mais aillent contrôler toutes les fraudes aux étiquetages, tous les problèmes dans la grande distribution, la publicité mensongère et tous les importations. Et puis les importations. Voilà. Parce que là, on ouvre porte et fenêtre. Alors, je vous dis juste, moi, un cas concret. Moi, il me manque une boucle sur un de mes animaux. Vous savez que si je suis contrôlée ce jour-là, je perds une partie de mes primes, enfin, de mes aides compensatoires européennes. Là, tout ce qu'on vous fait manger aujourd'hui, non seulement c'est pas bouclé, c'est pas tracé, on ne connaît pas les propriétaires, c'est dans des feedlots de 500, 600 animaux, on ne sait même pas les traitements qu'ils ont eus, alors que vous, la société, vous nous avez demandé, à juste titre ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas de pouvoir tracer la vie de l'animal. Ce que nous avons fait. Et aujourd'hui, on nous dit, bravo, vous avez très bien travaillé, mais c'est ballot, hein, mais vous êtes un peu trop cher, donc on fait venir autre chose. Juste un mot, parce que Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, elle, c'est son deuxième mandat, hein, si on peut dire, puisqu'elle a été reconduite. Est-ce que vous l'aviez rencontrée déjà? Oui. Et alors? Oui. Eh bien, écoutez, à part nous donner des chiffres d'enveloppe qui nous donnent, et juste pour répondre à ça, elle a parlé d'une enveloppe de 75 millions d'euros pour les problèmes sanitaires et épisodiques que nous avons sur les troupeaux. Je fais partie des personnes qui travaillons pour la mise en place de ce guichet unique et des aides qui seront données. Donc, il faut savoir que oui, les vaccins ont été pris en charge, oui, un remboursement de mortalité, sauf que c'est des mortalités, par exemple pour les bovins, pour des animaux de plus de 2 ans. Excusez-moi la technicité du sujet, mais pour vous faire rendre compte que, en fait, en globalité, les vraies pertes qui s'appellent des pertes indirectes, c'est-à-dire les factures des vétérinaires. Ça veut dire qu'il y a énormément d'éleveurs qui se sont battus pour que leurs troupeaux vivent. Et donc, ils ont des factures de 7, 8, 10, 12 000 euros, 18 000 euros de frais vétérinaires. Là, on nous dit, ah non, désolé, c'est pas pris en charge. Ce qui fait que d'après nos simulations, s'il y a 15 millions d'euros qui sera pris réellement pour les pertes directes, il reste encore 60 millions qu'on peut utiliser pour les pertes indirectes. Tout ça, c'est des réunions toutes les semaines où on leur explique toutes les semaines que c'est pas adapté aux problématiques de terrain. Et alors on continue à dire dans les médias, ah oui, mais on a donné 75 millions. Moi, je voudrais bien un audit de tous les montants qui ont été annoncés depuis 1 an, parce que je vous assure que dans nos exploitations, c'est pas arrivé, hein. Françoise Legois. Oui, c'est incroyable. Quand je vous entends, madame, j'ai le sentiment d'entendre. Oui, et puis d'entendre toujours les mêmes discours, c'est-à-dire c'est un dialogue véritablement de sourds. Je ne comprends pas. Insupportable. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut commettre des erreurs psychologiques aussi bêtes. Je sais très bien que Bruno Retailleau est la star absolue de Philippe Berger, de Philippe Bilger, pas Michel Berger. Mais je veux dire par là, comment est-ce qu'on peut donner des consignes aussi bêtes en réalité? Comment est-ce que vous voulez ne pas mettre les nerfs à vif d'une profession qui a déjà les nerfs à vif? Les bonnets jaunes, c'est parce qu'il y avait marqué Coordinat CR, je pense, dessus. Voilà, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Il y a un moment donné, on est un grand État démocratique, le droit de manifester, y compris à Paris, y compris place du Trocadéro, si on en a envie, ça existe. Nous sommes une grande république sociale, on n'est pas qu'une république institutionnelle, nous sommes une république sociale. Donc, les agriculteurs ont le droit de manifester. Ils ont le droit de manifester à Paris, je le dis et je le redis, et il faut absolument mettre du dialogue, arrêter de faire ces conneries sécuritaires, parce qu'en plus de ça, les Français ne sont pas d'accord avec ça. Les Français adorent leurs agriculteurs. Oui, non, j'ai une question pour notre invité qui est très naïve et qui en même temps me préoccupe, parce que bien sûr, techniquement, on comprend que c'est très compliqué pour un éleveur, son patrimoine professionnel, c'est son troupeau, et qu'on a des gros frais de vétérinaire, c'est compliqué. Et je me demande comment s'inscrit
compris là-dedans les assurances professionnelles. Je veux dire, tout professionnel en France possède des assurances. Un industriel, il assure son hangar, il assure ses machines. Ouais. Et là, j'ai le sentiment que seul l'État peut répondre à ces aléas de l'industrie agroalimentaire avec de l'argent public. Et j'aimerais comprendre comment ça s'organise tout ça. Après, nous, en tant qu'éleveurs, si on veut assurer notre troupeau, on peut, mais vous avez une liste réglementée de maladies qui vous permet un remboursement. C'est à partir de 3 animaux, donc il faut qu'il y ait le décès de 3 animaux pour déclencher cette assurance-là. Elle vaut un fric fou. Et alors qu'on a des services sanitaires qui s'appellent le DGDS, on a des fonds qui s'appellent le FMSE, qu'on abonde, hein, ce sont des cotisations volontaires qu'on verse à ces organismes-là pour justement nous protéger pour certaines maladies, mais évidemment là, on parle d'épizootie, c'est-à-dire de maladies nouvelles, qui n'étaient pas dans cette liste-là, et puis on en revient toujours au même problème, c'est que certaines choses vont être indemnisées, mais de nouveau pas. Les pertes indirectes, juste pour vous dire, les conséquences sur un troupeau laitier de la maladie, la fièvre catarrhale ovine numéro 3, puisque dans ma zone, c'est celle-là. Vous avez des pertes de lait, des vaches qui se coupent en lait, on a des avortements, on a des veaux qui naissent 20 kilos alors qu'en théorie ils en font 40, donc ils ne récupéreront jamais. Ça veut dire que ces veaux-là, c'est notre futur troupeau laitier dans quelques années, donc on part déjà avec une jambe cassée. Donc toutes ces choses-là, bizarrement, personne ne veut en tenir compte. On part au 0826 300 300 tout d'abord avec notre vraie voix du jour, Éric de Pau. Bonsoir Éric. Oui, bonsoir. Alors vous êtes sensibilisé vous, aux manifestations des agriculteurs, vous les soutenez, vous pensez que ça va durer ou pas? Ah ben j'espère que ça va durer, oui. Parce que là, bon, ce que l'a expliqué la dame, c'est très bien, mais il y a pire que ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de prendre tout ce que produit l'Ukraine. C'est l'Europe qui achète tout ce que produit l'Ukraine et à des prix qui veulent eux, c'est-à-dire à moitié prix que l'on puisse produire nous, parce que là, c'est même plus l'Europe, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire qu'au niveau des suivis vétérinaires, du traçabilité et tout, il n'y a rien du tout, et l'Europe achète tout, et nous le rebalance tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les prix se cassent la figure de partout. Et nous, on nous demande, justement, avec toutes ces normes, de produire. Là, c'est encore le pire, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'est encore pire. C'est pire que le problème qu'il y a entre Européens. Parce que là, il faut savoir que l'Europe achète tout à l'Ukraine. Voilà. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, Sophie. Pour compléter ce que dit ce monsieur, il a complètement raison, bien sûr, mais il nous fallait 2 revendications. Enfin, on pensait être légitime avec ces 2 revendications pour avoir des réponses immédiates. Ça n'empêche bien sûr les autres problématiques dont parle ce monsieur. Et ce que monsieur annonce là aussi, et ce que j'aime à vous dire, c'est que madame parlait tout à l'heure du Mercosur, c'est pas tellement un accord, c'est qu'il faut que vous sachiez qu'on subit plus de 50 accords de libre-échange comme ça. La Nouvelle-Zélande, le Canada, etc. Bien sûr, mais évidemment, Et donc ça représente des cumuls tels que autant nous demander d'arrêter de produire parce que ces volumes-là, ils prennent forcément notre place. Et nous, on nous a fait miroiter qu'il fallait faire de l'excellence, donc avec cette fameuse traçabilité, etc., qui coûte un fric fou. Et puis là, maintenant, on nous dit on en trouve beaucoup moins cher ailleurs. Et là, bizarrement, on leur demande rien. Aucun contrôle. On repart au 0826 300 300, Cécile, direction le Lot-et-Garonne avec Paul. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Paul. Bonsoir, meilleurs vœux aussi. Voilà, et moi ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on est face à une concurrence déloyale permanente, on a une suradministration dans l'agriculture qui fait que c'est très compliqué de produire. Moi je vais vous prendre un exemple simple, moi je suis producteur de foie gras, vous le savez, vous en avez déjà vu. Oui, merci encore. Des coopératives du sud-ouest ont des filiales en Bulgarie, en Hongrie, où ils produisent du foie gras pour venir concurrencer les producteurs du sud-ouest, pour vendre encore moins cher de la merde. Mais c'est moins cher. Jusqu'à quand on va pouvoir tenir face à ça? Le problème, il est là. Aujourd'hui, le consommateur n'a pas forcément les moyens de mettre
des 150 € dans 1 kilo de foie gras. Donc on va lui en trouver à 70 ou 80 €, sauf que c'est de la merde et que les gens ils achètent à 15 € le kilo. Et tant que ça c'est légal, on aura des problèmes. Allez, le mot de la fin. Répondre à Paul, que je salue parce que je pense que je vois qui c'est. Je voudrais quand même, parce que certaines personnes nous disent oui, vous êtes bien gentils, mais nous, avec notre pouvoir d'achat, on peut pas se payer le prix de la qualité française. Mais moi, j'ai envie de leur répondre. Écoutez, mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez être payés au même prix que sont payés les gens qui travaillent dans ces pays-là? En Roumanie ou en Bulgarie, si vous voulez comparer, il faut tout comparer. Nous ne pouvons pas être compétitifs parce que nous avons un maximum de charges qui rend notre coût du travail et le coût de notre produit beaucoup trop important. Donc ces gens qui disent que notre produit est trop cher, je vais leur dire, écoutez, à partir de demain, vous allez travailler pour 1 € de l'heure. Ouais, et il y a un autre problème aussi dont on n'a pas parlé, c'est le problème de santé publique. Hein. Oui. C'est à force de manger n'importe quoi, forcément ça finit mal. Merci en tout cas Sophie Linartz d'avoir été avec nous. Première vice-présidente de la coordination rurale, responsable de la section lait, éleveuse laitière dans l'Oise. Et j'espère que si nous allons un jour dans l'Oise, on viendra vous embrasser. Absolument. Voilà. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et bonne année. On espère qu'en tout cas cette année sera bien meilleure. Allez, vous restez avec nous dans un instant, un peu de détente, de rire, avec le qui l'a dit. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? J'ai même du mal à le dire, tellement je ne l'avais pas dit depuis longtemps. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de papa, maman, les enfants. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. Je pense que j'ai eu 3 enfants avec Philippe David. Et puis quels enfants, c'est ça, le truc. Je comprends votre désespoir, Cécile. Il y en a dont on peut être fier, mais il y en a... Comme je suis d'accord. On se demande bien. Divisé pour mieux régner. Mettez le trouble et débrouillez-vous. Allez, chers amis, Eric, vous êtes là? Oui. Mon cher Eric, c'est à vous de lancer le jeu. Eh bien, go le quiz. Les Vraies Voix Sud Radio. J'adore, le quiz de l'actu. Le quiz, c'est pas mal. Efficace. Efficace, on y va, bam, bim. 2025, efficacité. Qui c'est qui l'a dit? 3 points, écoutez bien Eric. L'abrogation, déjà, il faut que j'apprenne à lire, du droit du sol à Mayotte, c'est évidemment la bonne voie. Eric. Darmanin. Bonne réponse d'Éric qui engrange les 3 premiers points de 2025. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Ça vous fait couiner ça, vous n'aimez pas. Hein. J'aime pas beaucoup cet Éric, mais je l'aime bien quand même. Nul n'est au-dessus des lois, mais j'ai une pensée humainement pour Nicolas Sarkozy et pour Carla, parce que je pense qu'ils vont vivre une période très difficile. Éric. C'est ironique. C'est une femme. C'est Isabelle Balkany, non? Non, c'est une femme. Rachida Dati? Non. Sandrine Rousseau. Elle est LR. Elle est LR. Roselyne Bachelot. Bonne réponse, Valérie Pécresse. Bravo. Jean Dorido. Il est bon, ils sont bons, ils sont tous réveillés aujourd'hui. Pour une fois qu'elle me rapporte quelque chose. Eric, soyez très attentif à ce que je vais dire. Question qui l'a dit 3 points. Je devrais donner 1 point parce que vous allez comprendre pourquoi. Si je dois être la ministre des ascenseurs qui marche, je serai la ministre des ascenseurs qui marche. C'est facile. Pardon, mais j'ai pas compris parce que tout le monde parlait. Voilà. Si je dois être la ministre des ascenseurs qui marche, je serai la ministre des ascenseurs qui marche. Ce matin, c'est Jean-Jacques Bourdin. Juliette Madel. J'ai dit en premier. Elle était plus rapide. T'as rien respecté du tout. Mais François, vous avez triché. Non, mais on n'a pas triché. Vous avez donné une réponse alors qu'on attendait. Non, c'est pas vrai, on n'attendait pas. Il avait pas Vous commencez mal en 2025. Eric, pour vous, c'est Françoise ou c'est Philippe Bilger? Bilger. C'est vraiment de la mauvaise ça. 2025, c'est le règne de l'honnêteté. C'est pas joli. Qu'est-ce que vous avez dit, Eric? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, je dis malgré que je ne sois pas toujours d'accord avec lui. C'est complètement injuste. Le dernier. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Les écoles de journalisme, 90% de mecs qui votent à gauche, la moitié qui votent LFI. Je sais parfaitement. Attendez, Eric. Je sais pas. C'est moi qui vais gagner. Macron. Robert Ménard. Bonne réponse. C'est moi qui gagne le quiz. Non, ça fait 3 partout pour tout le monde. Il sait de quoi il parle en plus. 3 partout pour C'est l'école des fans. Bravo. L'école des fans qui a gagné.
Ou le tournoi des 5 nations 1973, où tout le monde avait fini à égalité. C'est jamais arrivé autrement. Eh ben c'est génial. Moi j'adore. Vous arrêtez là déjà votre mémoire. Ben non, mais c'est vrai. Eric, une bonne résolution pour cette année 2025 ? Bon, faut qu'on ait la santé, qu'il fasse beau. Ah bah cache ta joie, Eric. Comme ça. Quand on en est à dire faut qu'il fasse beau, c'est que bon voilà. Comment ça va, Eric, à part ça va bien le moral? Oui, moi ça va, bon. Je suis très bien. Hein. Bon. Eh bien en tout cas, on vous souhaite des bonnes résolutions, de continuer à nous Eric. écouter. Merci beaucoup et de jouer avec nous, Eric. On vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, le journal et puis notre ami Rémi André pour la météo et pas du tout, Philippe David qui va râler. Je vais pousser un coup de gueule sur une des lois les plus débiles qui vient d'entrer en vigueur. Alors là, je suis furieux. Furieux. Ouh, il est tout rouge. C'est vrai qu'il est rouge. C'est vrai qu'il est rouge en plus. Il fait peur. Ah bah oui, c'est vrai. Il a senti bout. C'est Patrick Roger. Je vous souhaite une belle année. Que le meilleur soit avec vous pour vous accompagner en 2025. Bonne année avec Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix ont bien mangé, bien bu, se sont bien reposés, ont eu des cadeaux, en ont offert aussi aux autres. Voilà, c'est ce moment de grâce. Bon, bah, l'avantage, c'est que moi, je l'étais avant aussi, donc bon, ça n'a pas changé grand-chose. Gravé la ruine, en fait. Voilà. C'est ça, on a. Ouais, c'est bon pour le moral. C'est ça, c'est mon PGE personnel. Je sais pas qui va rembourser, mais je vais le dire, je vous rembourserai jamais. Voilà, c'est. Je vais vous dire, merci. Merci pour tout. Et voilà, Philippe Bilger est avec nous, Jean Dorido, Françoise de Gois et Philippe David qui dans un instant va faire oui, je suis pas content. Ah non, je suis même furieux contre une loi, mais idiotissime. Tiens, le mot m'est venu, idiotissime. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. En attendant, dans un instant, Philippe David, mais en attendant, vous laissez des messages sur notre répondeur au 0826 300 300 et on vous écoute. Bonjour Sud Radio, Ludovic de Mont-de-Marsan. Je me permettais de vous appeler pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Merci à Sud Radio de faire partie de la vie familiale, de parler vrai. Merci aux vraies voix pour vos débats qui allient talent, humour, pluralisme également, ce qui est très important. J'espère que vous allez continuer ainsi, il n'y a pas de raison. Merci également au fameux coup de gueule du roi Philippe. Enfin, petite résolution, mais je pense que ça sera impossible. Arrêtez de tricher au qui c'est qui l'a dit. Laissez gagner directement Philippe Bilger. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, en restant à l'écoute. Bonne journée. Allez, merci. Je trouve qu'il est très clairvoyant. Il voit très bien les choses. À la fin. Il est parfait surtout, et y compris à la fin. Ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. Ah oui, ça réchauffe le cœur. C'est bien, c'est bien. C'est quelqu'un de la famille de quelqu'un ou c'est quelqu'un de la famille de Philippe David? Non. Le roi David. Je vous avoue, j'ai eu le plaisir de rencontrer des gens pendant mes vacances qui m'ont dit le plus grand bien des vraies voix, notamment au restaurant et à l'hôtel. Très franchement, oui. À l'hôtel. Non mais à l'hôtel, oui, mais il y a des prenez le petit déjeuner, Non, mais je vous en prie, c'était pas dans la chambre. Attends, je comprends bien. Vous allez à l'hôtel avec nos auditeurs, c'est ça que vous dites? Non, mais sur le palier de la chambre, et je sais qu'ils nous écoutent, deux auditeurs de l'Essonne, non mais Philippe, qui vont dire le plus grand bien des vraies voix. c'est ce qu'on appelle du service client, voilà, c'est tout. Sur le terrain. Et deux autres au restaurant. Vous voyez, c'est incroyable. Incroyable. Et ils vous disent quoi? Qu'ils aiment beaucoup les vraies voix. Non. Qui disent c'est très sympathique, on aime beaucoup Sud Radio, c'est très bien et on aime beaucoup les vraies voix, donc je voulais les saluer. Et ben voilà, vous les embrasserez pour nous. Oui, vous les embrasserez, vous continuerez de les embrasser. Oui, comme vous faites d'habitude. Non, mais j'embrasse pas tout le monde, y compris quand je les croise sur le palier des chambres d'hôtel. Qu'est-ce qu'ils font sur votre palier? C'était en vacances. Oh là là, mais il n'y avait rien de... C'était une partout d'hôtelière. Mais je vous en prie. Voilà. Vous imaginez, vous ouvrez votre chambre d'hôtel, il y a des gens sur le palier. Oh, des auditeurs, qu'est-ce que vous faites là? Tu nous prends vraiment pour des bourrus. C'est vrai en plus. Ouais. Allez, c'est bon, on peut y aller, on peut reprendre une attitude normale. Allez, dans un instant. Parce que là, je vais râler. La râlerie de Philippe David, ça n'a rien à voir avec les auditeurs. Il n'y a pas d'hôtel dans l'histoire. Non, il n'y a pas d'hôtel. Ah non, pas du tout. Ah non, ils ne sont pas encore concernés, mais ça va venir. Ah bon, d'accord. Allez, à tout de suite. C'est Jacques Pessis. Je vous souhaite une très bonne année et pour l'avenir, de très bonnes années. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et les vraies voix très bien entourées pour cette reprise du 2025. Oh, ça fait bizarre. On a encore pris un an, là, c'est pas possible. Avec Philippe Bilger, toujours aussi jeune. Françoise Degois, toujours aussi. Et je vais pas rappeler jeune, toujours aussi jeune. Voilà. Non, c'est toujours aussi. Les 3 points de suspension, j'aime pas beaucoup. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Mais bien sûr. C'est Célinien. Laisse-moi, c'est pas la peine, toi. De toute façon, tu gagneras pas au quiz cette année. On sait pas. Jamais. Complètement. De toute façon, normalement, il gagne tous les mardis et mercredis. J'ai un peu des clés sur le quiz. En attendant, il y a une râlerie qui attend derrière. Tout de suite, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village qui couvre toute la France, puisqu'il va de Dunkerque à Nouméa et de Saint-Pierre-et-Miquelon à Saint-Denis de la Réunion. Pourquoi un village qui concerne toute la France métropolitaine et sur tous les océans? Parce que depuis le 1er janvier, une loi dépassant toutes les limites de la stupidité y est devenue la règle. Cette loi, c'est la loi Climat et Résilience, votée par le Parlement en août 2021, suite aux recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, loi qui interdit désormais la location des biens dont le DPE, le diagnostic de performance énergétique, est la lettre G. Une loi inique qui met tout le monde dans la difficulté. Commençons par les propriétaires qui doivent faire des travaux qui atteignent parfois des montants exorbitants, comme ce propriétaire qui louait une maison de 143 mètres carrés près du Cap Ferret et qui a dû vendre son bien car les travaux atteignaient au bas mot la modique somme de 100 000 euros. Une vente pour laquelle, le bien étant impossible à louer, il faut faire des efforts sur le prix, quitte pour certains, dans des endroits moins bien lotis que la station balnéaire de la Gironde, perdre de l'argent. Pire, imaginez les petits propriétaires qui ont acheté un bien pour le louer avant le vote de cette loi et qui se retrouvent aujourd'hui avec un bien inlouable tout en continuant à avoir un crédit à payer. Ils risquent purement et simplement de devoir le brader pour ne pas se le voir saisi par la banque à partir du moment où ils ne pourraient plus rembourser les traites. Passons maintenant aux locataires qui, alors que le marché de la location est pénurique, vont payer les conséquences d'une loi qui va encore plus amplifier la pénurie, puisque plus de 500 000 logements sont désormais impossibles à louer. Le double effet qui se passe cool étant inéluctablement la hausse des loyers, les propriétaires ayant fait des milliers d'euros de travaux devant les imputés, cela va de soi à leurs locataires. Bref, on ajoute de la pénurie à la pénurie en aggravant la crise du logement. On pénalise tant les propriétaires que les locataires en mettant les gens dans la panade, strike. Ajoutez à ça comme cerise sur le gâteau de ce début d'année les ZFE et vous en aurez comme 95% des Français soupés de l'écologie. Cette loi n'émane pas du livre Ubu-Roi d'Alfred Jarry, ni des élucubrations d'Antoine, mais du Parlement français. Arrêtez d'emmerder les Français, disait Georges Pompidou. Monsieur le Président, revenez, ils sont devenus fous. Wow. Il y a des sujets sur lesquels je suis obligé de vous croire sur parole. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Ah bon, ben pourquoi ? Parce que moi, j'ai un appartement comme beaucoup d'appartements parisiens, parce que c'est dans le centre de Paris, c'est des vieux ou aux hôtels particuliers, des vieux immeubles. Je suis en G. Justement. Et je peux vous dire que je suis très heureuse que cette loi passe parce que depuis des années, mon appartement, qui est très beau, qui est dans une très belle résidence, on n'a pas l'impression comme ça, c'est une véritable passoire thermique. Et quand je vois mes factures d'électricité, je peux vous dire que heureusement que cette loi est passée. J'entends ce que vous dites sur les 500 000 logements. D'abord, les propriétaires étaient déjà prévenus que ça allait arriver. Ça fait des années qu'on leur dit. Ils n'ont pas fait les travaux. Ils ne les ont pas fait. Parfois, ils n'ont pas les moyens. Parfois, ils n'ont peut-être pas les moyens, mais quand vous avez des locataires, vous devez de faire ces travaux. Ils se retrouvent complètement coincés. Et maintenant, on leur annonce que ceux qui sont en F, c'est-à-dire 40% des logements parisiens, 2028. C'est en 2028. Préparez-vous pour cela. On paye des loyers énormes, d'accord ? Moi, ok, j'ai des doubles fenêtres, etc. Mais la réalité, quand vous êtes en G, c'est parce que c'est tout le bâtiment qui n'est pas isolé. Et ça fait des années qu'on dit aux propriétaires, isolez, faites ces travaux d'isolation. Donc, votre coup de gueule en surface, il est audible. Dans la réalité, je peux vous affirmer que je suis, moi, très heureuse en tant qu'habitant dans un loyer G.
élevé bien que cette loi soit passée. Pour la planète, Alors, franchement. Sans vouloir couper les cheveux en quatre, vraiment l'élément qui me manque le plus, c'est que je n'ai pas d'idée, je ne me représente pas qu'est-ce que c'est qu'une habitation justement en G, effectivement. Je me suis posé la question, j'ai entendu... C'est qu'elle est une conception relativement ancienne. Parce que je suis comme Françoise, moi je vis dans Paris, et c'est vrai que j'ai des doubles fenêtres, mais ça ne c'est en suffit fait pas. si ça vient d'immeubles, en G, l'IG, c'est toujours l'isolation extérieure. Alors, il faut juste que vous sachiez, parce que il y a beaucoup d'appartements, en tout cas d'immeubles dans les grandes villes qui sont ce qu'on appelle des haussmanniens, c'est-à-dire que vous allez devoir les isoler par l'intérieur. Ça veut dire que vous pouvez perdre entre 20 et 30% de la surface. Je suis d'accord, mais il y a de nouvelles... Plus et plus effectivement, il faudrait refaire entièrement l'immeuble. Vous avez des nouvelles techniques qui vous permettent justement de perdre moins de place. Les propriétaires le savent, et par ailleurs les propriétaires qui oui, mais ça veut dire que l'appartement a une dévaluation, c'est-à-dire qu'il y a une perte de valeur. Alors il y a beaucoup d'appartements maintenant en G qui se vendent parce qu'ils peuvent pas être loués, je le dis, je vois bien le problème, et mon agent immobilier qui est à côté de chez moi dit ils mettent un peu plus de temps à se vendre, mais ils se vendent quand même beaucoup, voilà, parce que les gens veulent les habiter. Mais je le redis, l'habitation en G, c'est pas un truc insalubre, c'est simplement qu'à un moment donné, il n'y a pas d'isolation avec l'extérieur. Et ben je peux vous dire, en chauffage, je vous file pour 50 mètres carrés, je vous file ma facture de chauffage, c'est juste hallucinant. Oui, mais après, vous êtes dans ces immeubles-là, les bâtiments de France, tout un tas de choses. Alors là, il n'y a pas bâtiment de France, c'est une chance, mais normalement, les propriétaires... Beaucoup dans des grandes villes, beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Oui, mais c'est un problème, vraiment, je pense que pour la préservation de ce qui nous attend dans les années qui viennent, je pense que c'est très bien qu'on arrive à préserver la folie générale de cette... Mais vous avez raison sur le fait de dire que les gens n'ont pas à vivre dans des passoires thermiques aussi. C'est pas possible, et pourtant on paye des très hauts loyers. Mais on va ruiner des gens, c'est ça le problème. Mais non, je suis pas sûr qu'on va ruiner des gens. Le problème, c'est la pénurie de logement. C'est un vrai sujet, la crise du logement, c'est quand même dingue. J'ai toujours entendu ça, et ça me fait compiler. Il y a un point important aussi, c'est la pénurie de temps, puisque là, il y a Félix Mathieu qui veut parler. Ah, pardon. Il est chaud. Les vraies voix Sud Radio. Et le Premier ministre Justin Trudeau vient d'annoncer sa démission après une dizaine d'années au pouvoir. 10 ans au cours desquels il a un peu incarné l'inverse de cet international réactionnaire décrié tout à l'heure par Emmanuel Macron. Lui, c'était plutôt dans le genre libéral, progressiste. On les décrivait un peu d'ailleurs comme des alter-ego, lui et le président français, quand ils s'affichaient ensemble. Mais après 10 ans donc au pouvoir, et puis une crise inflationniste aussi qui est passée par là, la pression s'accentuait sur Justin Trudeau. Les sondages n'étaient pas bons pour son parti à l'approche des élections législatives, d'où cette décision annoncée tout à l'heure. Hier soir, au souper, j'ai partagé avec mes enfants la décision que je partage avec vous tous aujourd'hui. J'ai l'intention de démissionner de mon poste de chef du Parti libéral du Canada et de Premier ministre une fois que le parti aura choisi son prochain chef à l'issue d'un processus national rigoureux et compétitif. Voilà, c'est important, notez-le. Hier soir, au souper avec mes enfants. Heureusement que c'était pas un autre moment, vous saurez tout. Ces derniers temps, le gouvernement Trudeau avait été fragilisé par des dissensions internes quant à la réponse à apporter aux mesures protectionnistes de Donald Trump. Le président élu des États-Unis a d'ores et déjà promis d'imposer des droits de douane de 25% au Canada, ce qui a un peu divisé le gouvernement Trudeau. Philippe Bilger. On a eu des échos très intéressants tout à l'heure sur Justin Trudeau. Moi, je n'en raffolais pas. J'avais tendance à l'assimiler un peu à Emmanuel Macron, une même philosophie un petit peu progressiste comme ça. Mais j'ai cru comprendre qu'il était beaucoup plus intéressant que cela. Oui, moi j'aimais bien Justin Trudeau, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je racontais en réalité qu'il a un chemin de vie, ça a l'air d'être un chemin pavé de roses, en réalité sa vie est quand même un enfer, avec une mère malade, quasiment aliénée en réalité, un père qui est un star de la politique, et puis un frère qui meurt tragiquement, donc il y a quelque chose chez Justin Trudeau qui est forgé dans la douleur et qui est assez différent, je trouve moi, d'Emmanuel Macron. Et le deuxième point, j'ai toujours beaucoup aimé le Canada pour ça, parce que le Canada peut être jugé comme idyllique et un peu gnangnan et un peu bisounours, mais l'idée de reconnaître les peuples premiers, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché. Les droits humains, c'est quelque chose qui est érigé en symbole absolu. J'aime le Canada, j'aime Montréal, c'est une sorte de New York où on parlerait tous français. J'aime ce pays et j'aimais bien Trudeau, je ne sais pas ce qui suit derrière.
Oui, c'est vrai que j'ai toujours eu une profonde tendresse pour le Canada et effectivement pour Montréal, qui est quand même la plus grande ville francophone du monde après Paris. C'est chouette, Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'élégance comme ça de ces francophones d'Amérique du Nord. Là, quand j'entends Monsieur Trudeau qui raconte justement comment en famille il a pris cette grave décision, c'est vrai que cette comparaison avec notre chef de l'État actuel me semble assez limitée en réalité. Et puis vous avez oublié quelque chose, il est beau. Voilà, c'est tout. Il est très beau, il est très séduisant. Il est vraiment non seulement il est beau, non seulement il est beau, mais il est séduisant. C'est-à-dire qu'il a les deux. Il n'a pas une beauté glacée. Parce que la beauté, personne n'en est responsable. Philippe David en sait quelque chose. Non mais voyez, il a vraiment du charisme. Bon, non, je ne sais pas qu'est-ce qui suit derrière, en tout cas des choses aussi assez dures, je pense, parce que la société canadienne, on ne le dit pas assez, est très divisée. Voilà, mais voilà, moi je l'appelle Justin parce que moi aussi, juste un petit bisou, ça m'arrangerait. C'est mignon. C'est mignon. C'est votre type d'homme. Non, je dis ça pour. Non, mais il est très beau, il est vraiment très beau. Oui. Mais c'est agréable aussi de voir des dirigeants élégants. Et puis il est classe, vous savez, moi je le trouve plus élégant que beau en fait. Ouais, il est très élégant. À l'ONU, il fait un discours, vous savez, il se balade entre 3 langues, il se balade entre 2 langues, c'est-à-dire qu'il se balade de l'anglais parfait au français parfait. Voilà, il y a quelque chose d'assez sublime. C'est quand même un vrai progrès sur l'égalité des sexes, vous voyez, c'est que maintenant, même les hommes politiques ont des commentaires sur leur élégance et leur plastique. On a aussi un polyglotte. On peut être quelqu'un de physiquement moins beau et être élégant, ça n'a rien à voir avec le physique. Ah, vous me rassurez. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu. Philippe Bilger, on parle de quoi? De Nicolas Sarkozy, je crois. Oui, absolument. Jean Dorido. Je vais vous parler des antennes des certaines. Ah, très joli. Françoise Degois. Eh bien, de Liri Albag, otage israélienne en larmes sur une vidéo publiée par le Hamas, le summum de la cruauté, à mon avis. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est André Berkoff et je vous souhaite une merveilleuse année 2025 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue et on a un message pour vous écouter. Non, on l'a pas? On l'a pas? On l'a, mais il va arriver dans le temps. Il va arriver, il faut qu'on meuble, c'est-à-dire on appelle Ikea Habitat, on fait des meubles, c'est ça, pendant un petit moment. Exactement, allez. Racontez-nous. Bonjour, c'est Emmanuel Macron. Bonne année les vraies voix. Voilà, non mais quand même. Oui, quand même. Voilà, il y a un truc. Le président. C'est le président. Enfin, elle fait le président. Et Justin Trudeau, il n'a pas parlé des vraies voix au dîner hier avec sa femme et ses enfants. Je crois qu'il en a parlé juste après. Il a dit. Enfin, on avait coupé le passage où il avait dit je demanderai leur avis aux vraies voix. Mais bon, on s'est dit c'est un peu too much. Faut pas exagérer non plus. En parlant de président, Philippe Bilger, vous qui êtes président, vous allez parler d'un autre président. D'un président, mais très rapidement, ma chère Cécile, parce que je voulais, vous le savez, parler de Camus, que je considère comme éternel, mais j'admets qu'il n'est pas directement dans l'actualité. Non, mais Nicolas Sarkozy, j'ai lu beaucoup de choses puisque on a l'ouverture du procès aujourd'hui du financement libyen. Alors il y a 2 catégories de personnes. Il y a celles qui, par principe, disent que Nicolas Sarkozy n'a rien à voir dans cette affaire, et une seconde catégorie que je n'aime pas non plus, qui dit mais évidemment il est coupable, il devrait être condamné. Et puis j'essaye, comme quelques autres, d'être au milieu, c'est-à-dire de considérer que l'action de la justice, quelle qu'elle soit, on ne connaît pas son issue, doit être admirée en tant que telle. On verra bien le 10 avril, à la fin des débats, et lorsque le jugement sera rendu. Je suis frappé de voir à quel point les gens sont incapables aujourd'hui d'appréhender l'œuvre de justice sans le filtre politique ou partisan. Et je pense à beaucoup de gens qui considèrent qu'une ordonnance de renvoi de 577 pages ne constitue pas un élément, mon Dieu, qui peut faire réfléchir sur le plan de la preuve.
Françoise de Je Gois. suis d'accord. Après, elle est très complexe, cette affaire. Et puis, il y a tellement de procédures ouvertes contre Nicolas Sarkozy que finalement, on mélange tout. Alors, je sais que probablement, vous ne serez pas d'accord. Mais quand même, la personne qui a le plus enquêté sur cette affaire, c'est Fabrice Arfi de Mediapart. Et il a remis avec une forme d'objectivité. D'abord parce que j'adore ce journaliste. Et puis, il écrit très bien. Son dernier bouquin est formidable. Et il a remis en ligne ce matin des choses pour rafraîchir. Alors, il y a quelque chose. Il parle des éléments de langage de défense, etc. Mais au moins, il faut arriver, je suis d'accord avec vous, avant de porter un jugement, à se rafraîchir. Je vous le dis tout de suite, si vous m'interrogez sur l'affaire là du financement, je suis incapable de vous dire, à part Kadhafi et Taqiyedine, je suis incapable de vous parler des entrelacs. qui n'est pas au tribunal parce qu'il est au Liban. Hein. Oui, je suis incapable de vous parler des entrelacs, si vous voulez, de cette affaire. Donc il faut déjà se remémorer les faits et se dire qu'un renvoi avec 570 pages, il y a peut-être quelque chose dedans à garder. La relation, vous avez raison Françoise, qu'il a fait de Fabrice Arfi avec Karl Lasquet, le résumé de l'histoire est limpide. C'est limpide, voilà, il faut qu'on regarde juste ça et puis après on verra. Jean de Rideau. Oui, non, quelques mots, je vous rejoins bien sûr. Maintenant, c'est un fait que quand vous regardez ça, justement, sans être dans toutes ces arcanes, ça peut donner le sentiment que la justice française a une dent particulière contre l'ancien président Nicolas Sarkozy. On ne sait pas ce que ça va donner devant la CEDH, la condamnation récente, toute récente, dans l'affaire des écoutes, des échanges qu'il avait avec son avocat. Maintenant, oui, c'est très bien que la justice fasse son travail et suive sereinement son cours, évidemment. Mais vous me permettez juste un mot très vite. Jean, votre raisonnement serait valable, je l'entends beaucoup. La justice aurait une dent si elle créait les infractions qui sont reprochées à Nicolas Sarkozy, celles dont on le soupçonne au moins. C'est toujours, si vous voulez, l'angoisse, quand on parle de justice, c'est toujours l'angoisse du 2 poids, 2 mesures. Voilà, c'est un réflexe qui me semble tout à fait humain et pas forcément toxique en tant que tel. En tout cas, le procureur de la République financier ce matin chez Apolline de Malherbe, c'était un petit peu un réquisitoire. Ouais, il était un peu. C'était un peu. Non, mais Cécile, lui, procureur, donc il est l'accusateur dans cette affaire. Normal. Il renvoie, mais on verra. Oui, mais pas à la télé. Enfin, je sais pas. C'est pas le but, non. Mais il peut pour expliquer. Non, pour moi, c'est dans un tribunal. Mais bon. Voilà. Non, mais attendez. Cécile, il n'a pas ce devoir de réserve, ce procureur. C'est le juge qui a un devoir de réserve, et pas le procureur. Ce qu'il a fait, la thèse du parquet, ça c'est tout à fait permis. Ce qui serait grave, c'est qu'il oublie qu'en face, il y a la défense. J'aime bien aller vous chercher comme ça de façon. Allez, Jean de Rideau. Vous êtes très pointilleuse en ce début de... alors, je suis allé voir ce dont vous allez nous parler dans quelques instants, puisque 4 volumineux caissons qui ornent désormais l'église des Certaines en Saône-et-Loire qui font exactement. Saône-et-Loire, qui font scandale. La Saône-et-Loire, le 71. J'ai eu le plaisir d'y faire mes études à Cluny. Il y a longtemps maintenant. C'est magnifique, la Saône-et-Loire. Une superbe lumière du monde. C'est pas la Saône-et-Loire qui est affreuse, c'est ce qu'ils ont fait. Ah, mais ça, c'est absolument affreux. Donc, la commune des Certaines, petit village de 500 âmes. Et donc, c'est vrai que c'est une zone blanche, si vous voulez. Il y a plein d'opérateurs. Vous avez votre smartphone et puis ça passe pas. Et alors, la compagnie SFR, pour ne pas la nommer, a trouvé le moyen de mettre 4 caissons au sommet du clocher. Traditionnellement, ça se fait déjà à l'intérieur du clocher. Donc, si vous voulez, ça se voit pas. Et là, comme le clocher n'est pas suffisamment haut, eh bien, ils ont rien trouvé de mieux que de mettre 4 caissons à l'extérieur du clocher. Donc, ça défigure complètement le village. Et évidemment, il y a énormément d'habitants qui sont vent debout et qui posent la question qui est la suivante, de dire mais pourquoi la compagnie n'a pas, comme ils gagnent beaucoup d'argent, on va pas se mentir avec les abonnements, pourquoi la compagnie n'a pas mis des arbres artificiels? Ça se fait déjà dans d'autres communes, ou un pylône pour avoir un relais digne de ce nom. Et alors tenez-vous bien, le maire explique qu'il n'y a rien de financier là-dedans parce qu'en dédommagement de la commune, la compagnie s'apprête à verser 500 € par an. Mais non. À la municipalité. Donc c'est un scandale. C'est en pourparlers quand même. Il était prévu que une réunion ait lieu avec la préfecture aujourd'hui pour savoir ce que vont devenir ces 4
affreux caisson dans la commune d'Essertène, en Saône-et-Loire, dans le 71. C'est vrai que les architectes des bâtiments de France qui vous demandent tout et n'importe quoi quand vous faites des travaux sur votre façade à proximité d'un monument historique, là je pense qu'ils auraient bien fait de regarder. L'église n'est pas classée. Voilà, c'est le problème. Classé, alors, on pourrait en parler des heures, parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus personne en plus qui va dans cette église, qui est en fait assez triste, me semble-t-il, du point de vue spirituel de la chose, et pas classée. Donc voilà, c'est un boulevard. Appelez-moi tout de suite Stéphane Bern. Appelez-moi Saint-Pierre. Ouais, exactement. Moi, je trouve ça vraiment, c'est très bien votre coup de gueule, parce que j'adore ce coup de gueule, parce que c'est pas parce qu'une église n'est pas classée qu'elle n'est pas magnifique. On a plein d'exemples dans nos villages de montagne. C'est insupportable, ces caissons. À Paris, par exemple, vous savez que sur l'île Saint-Louis, il est interdit d'avoir ce genre de caissons pour pas défigurer. Donc en fait, les réseaux dépendent des deux côtés de la Seine. Je ne vois pas pourquoi on n'épargnerait pas effectivement ces endroits-là. Et sauf que les propriétaires touchent une fortune à Paris. Quand vous installez une antenne, ça vous rapporte une fortune. C'est le jackpot. C'est pour ça que vous avez des toits parisiens où il y a 5 ou 6 relais. Mais pourquoi que simplement 500 €, c'est lamentable. Françoise Degois, votre tour de table, c'est sur la vidéo terrifiante que le Hamas a postée ce week-end. Oui, alors j'ai les larmes aux yeux et de colère. D'abord les larmes aux yeux du chagrin et du désespoir qui se dégage de cette jeune fille, Liri Albag, otage depuis 457 jours, otage évidemment raflé pendant le pogrom du 7 octobre. Elle a 19 ans, cette jeune fille. Elle a 19 ans et la vidéo et la photo, vous voyez, tout est noir, tout est désespéré. Elle a ses mains, elle a son visage dans ses mains. On sent vraiment le bout de tout. On sent véritablement, c'est plus que de la détresse, c'est vraiment un désespoir total. Et donc ça nous broie le cœur. Je ne vais pas... quand vous dites ça, vous avez immédiatement en face quelqu'un qui vous dit oui, mais les enfants de Gaza, ce sont deux douleurs, il n'y en a pas une qui est pire que l'autre. Et elles ne s'annulent pas, ces douleurs-là. Les deux sont... Cette jeune fille, depuis 457 jours, est dans les tunnels, on ne sait même pas si elle a été violée ou pas. Elle est dans un état de désespoir absolu. Ça se voit, c'est terrifiant. Tout est laid, tout est noir dans cette vidéo. L'éclairage est dégueulasse et c'est fait vraiment pour ça. Imaginez les parents qui voient ça avec la double émotion. Ma fille est vivante, mais ma fille est désespérée. Et quelle cruauté, quel cynisme de cette organisation, de la branche armée du Hamas, qui publie cela avec une liste, je crois qu'il y a 34 otages, notamment le petit Kfir qui serait a priori encore vivant. La cruauté, comment peut-on négocier avec ces gens-là? On va me répliquer Gaza, etc. Je rappelle qui a lancé le 7 octobre. Je rappelle qui a violé, qui a tué, qui a massacré. Ce ne sont pas les Israéliens, d'accord? Donc je ne suis pas en train de dire ce qui se fait à Gaza est génial. Non, c'est terrible. Il faut arrêter cette sauvagerie. Mais là, je vous parle d'une sauvagerie. Il ne faut pas me renvoyer l'autre sauvagerie au visage. Je vous parle de cette sauvagerie initiale. Et j'entends, allô l'ONU, que dit l'ONU? L'ONU ne dit rien. Personne ne dit rien. Les féministes ne disent rien. Elle a 19 ans, Liri Albag. Elle a 19 ans. Comment elle se remettra de ça? Jamais, c'est sûr que jamais. Philippe Bilger. Que dire de plus? Je veux dire, on ne va pas faire de la surenchère sur l'émotion que vient d'exprimer Françoise et qu'on partage tous. Mais en tant que psychologue, je voudrais vous entendre, moi, en tant que psychologue, Jean, parce que je ne sais pas comment on se remet de cela. Quelle est la force de résilience de ça? Je ne sais pas. Mais au nom de quoi on fait subir ça à quelqu'un? Déjà, c'est le premier truc. C'est au nom de quoi? La barbarie islamiste. Tout est vertigineux, effectivement. Comment on s'en remet? J'espère que l'avenir nous le dira. J'espère que cette jeune fille va finir par retrouver la lumière. C'est vrai que je rejoins Philippe Bilger de vous entendre. Déjà, j'entends 457 jours, j'entends 19 ans, pogrom, j'en ai la nausée. Et c'est effrayant. Je rejoins Cécile de Ménibus, c'est vrai, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à la psychologie notamment, c'est comment est-ce que des êtres humains peuvent infliger c'est une interrogation, effrayant. Jean, comment ils peuvent faire ça? Mais pour une note d'optimisme, l'être humain est incroyablement résilient. Je suis d'accord avec vous. Je suis persuadé, Françoise, difficilement, douloureusement, qu'elle s'en sort. Mais moi, j'ai compris ça parce que toute petite, j'ai lu l'histoire de Martin Gray. Comment est-ce qu'on résilie? Et je suis sûr tout à fait qu'on est capable de résilier, en fait. Merci Françoise, en tout cas, d'avoir évoqué ce sujet. Et merci Philippe Bilger, merci Jean Dorédo. Vous restez avec nous. Dans un instant, la suite de
de notre émission avec le coup de projecteur. On va revenir sur ça m'a complètement troublé sur les influenceurs algériens, vous savez, qui ont appelé sur TikTok. On va pas rabâcher en tout cas à des actes presque terroristes. Contre la France. C'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout dans une situation où en ce moment où la France et l'Algérie, c'est un peu compliqué. Alors parlons vrai, pensez-vous que l'Algérie peut être derrière ces influenceurs? Et à cette question, affaire des influenceurs, l'Algérie cherche-t-elle à déstabiliser la France? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Moi, je regarde les matchs, mais je fais le coupe le son de la télé et je mets Sud Radio. Les meilleurs commentateurs, c'est Sud Radio, il n'y a rien à dire. Sud Radio, la radio du rugby. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et comme tous les soirs en direct entre 17h et 19h, c'est une bonne heure, je trouve, que pour débattre avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois et avec Jean Dorido et avec Philippe David. C'est une bonne heure. Oh, c'est une excellente heure, absolument. Si vous n'aviez pas été là, vous auriez fait quoi? J'aurais été là. Okay, vous voyez, je vous fais une réponse qui n'est pas une réponse de Gascon ou de Normand. Voilà. Selon qu'on soit du nord ou du sud de la France, parlons vrai. Ah voilà. C'est sûr, je ne m'attendais pas à ça, ça m'a fait rire. Voilà. Allez, tout de suite, bref, je recommence. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Il faut que la classe politique française prenne conscience qu'il y a un danger, que le régime algérien est en train de mener une guerre hybride contre la France pour déstabiliser la France. Il y a des structures très organisées qui viennent tenter d'embrigader des jeunes, notamment dans les cités sensibles, où il y a des prêcheurs de haine qui, toute la journée, essayent de convaincre un peu l'opinion et de rallier à leur cause. On découvre encore sur notre sol des gens qui font l'apologie du terrorisme, qui sont en France en toute liberté alors qu'ils mériteraient d'être évidemment virés. Il a été interpellé, Imad Tintin, vendredi soir à Échirolles, près de Grenoble, après avoir publié une vidéo appelant à brûler vif, tuer et violer sur le sol français. 3 influenceurs algériens ont été arrêtés ces derniers jours après avoir incité sur TikTok à s'en prendre à ceux qui critiquent le régime. Un dossier complexe dans une période où les relations franco-algériennes sont extrêmement tendues. Alors parlons vrai, est-ce une nouvelle détérioration des relations franco-algériennes? Et à cette question, affaire des influenceurs, l'Algérie cherche-t-elle à déstabiliser la France? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir, Aude attend vos appels et les vraies voix bien évidemment au 0826 300 300. Et notre invité Majid Sinossine est avec nous, militant associatif et blogueur franco-algérien. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne année d'avance, bien entendu. Philippe Bilger. Je ne peux pas imaginer que cette concentration de haine émanant au moins de 3 influenceurs algériens depuis quelques jours viennent d'un pur hasard. Je l'ancrerais volontiers dans le contentieux est un faible terme franco-algérien. En revanche, et là vraiment, ça n'est pas de l'ironie que je fais, je suis content de voir les réactions des autorités françaises qui, sans se lasser, conduisent des interpellations et des jugements les plus rapides possibles pour ces provocateurs à la haine et ces apologistes de crimes. Donc, je ne peux que me féliciter de voir pour l'instant 3 influenceurs qui vont être jugés dans des délais très rapides et j'espère que à un moment donné, cette stratégie de haine, à partir du moment où elle trouvera une riposte judiciaire ferme, s'arrêtera. Françoise Degois. J'ai du mal à voir le complot organisé quand même avec l'Algérie, la guerre hybride dont on nous parle, si vous voulez. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de hasard dans le fait de cette agrégation, en tout cas dans ce momentum, mais ce n'est peut-être pas lié forcément aux autorités algériennes. En revanche, je suis comme vous, moi je suis assez frappé de voir la rapidité de réaction et puis les mots d'Emmanuel Macron cet après-midi, devant la conférence des ambassadeurs. J'ai jamais entendu un président de la République avoir des mots aussi durs à l'égard
l'égard de l'Algérie, et notamment sur Boualem Sansal. Ça, moi, ça m'a touché véritablement, parce que la réalité, c'est que, hormis une fraction de la gauche, si vous voulez, tout le monde est révolté par l'arrestation de cet écrivain, et tout le monde est révolté par les conditions de sa détention, etc. Mais là, cet après-midi, ce qu'a fait Emmanuel Macron en dénonçant l'Algérie, le régime algérien... Entre dans une histoire qui la déshonore. Ouais, l'Algérie est déshonorée par cette arrestation. Là, je pense qu'on a atteint des niveaux entre la réaction purement policière sur les blogueurs, la réaction d'Emmanuel Macron, qui, chef d'État affaibli ou pas, reste le chef d'État et reste le patron de ce pays. Ben, je pense que, à mon avis, les autorités algériennes, si tant est qu'elles aient mis une patte là-dedans, vont un peu reculer. Jean de Rideau. La question à propos de cette concomitance, parce que c'est un fait, quand même, 3 influenceurs qui tiennent des discours assez comparables, arrêtés en même temps, parce qu'ils tiennent ces discours en même temps, c'est vrai que c'est quand même une vraie question. Aujourd'hui, c'est un fait, il y a des influenceurs qui ont énormément, précisément, d'audience, et la question elle se pose d'autant plus que j'ai le sentiment que ça n'est pas traditionnel, là, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui mettent en garde quiconque critiquerait le régime algérien. Nous sommes coutumiers, hélas, depuis longtemps, de discours de haine sur des fondements religieux. On a des fanatiques religieux. Demain, nous serons le 7 janvier 25, on se souvient de Charlie Hebdo. Il y avait toujours un lien avec un fondamentalisme religieux. Là, dans ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce n'est pas le cas. C'est vraiment, n'attaquez pas le régime algérien. Et il me semble quand même qu'il y a un vrai souci diplomatique entre la France et l'Algérie, notamment depuis que la France a reconnu les droits du Maroc sur une partie du Sahara. Et ça, manifestement, la pilule ne passe pas. Et c'est vrai que la question se pose, est-ce que quelle est la position, à ma connaissance, il y a un silence assourdissant pour le moment du gouvernement algérien sur ce sujet précisément. Nous sommes en compagnie de Majid Siocine, du docteur Majid Siocine, militant associatif et blogueur franco-algérien. Bonsoir. Les doutes sur les intentions de l'Algérie envers la France de Jean-Noël Barrot, ils sont légitimes? Alors, écoutez, ma posture, c'est une posture de franco-algérien. Je suis, comme beaucoup d'Algériens, on est à peu près 5 à 6 millions de personnes qui ont en commun une relation entre la France et l'Algérie, et nous sommes très gênés par le tour que prend la relation franco-algérienne aujourd'hui. On le rappelait tout à l'heure, depuis le revirement brutal entamé par Emmanuel Macron sur la question du Sahara occidental, on a vu une dégradation très très nette, parce que en fait, on a l'impression que c'était voulu et qu'on ne le comprend, on connaît pas l'Algérie. On a touché une sorte de ligne rouge, et c'est à l'évidence, comme le disait votre intervenante, la pilule ne passe pas parce qu'elle ne peut pas passer. L'engagement de l'Algérie sur le Sahara occidental est un engagement ancien et constant. Et il n'y a pas de raison qu'il change. Moi, je suis un peu étonné quand même et un peu surpris de cette impression que l'on a, qu'on met un peu de l'huile sur le feu, alors que, en fait, il faudrait plutôt chercher l'apaisement. Il y a tant à faire, il y a beaucoup mieux à faire que de construire un conflit entre la France et l'Algérie. L'Algérie et la France ont tellement plus de choses en commun que de choses qui les séparent et qui les éloignent, et ils ont un destin commun. Et là, on est au début de l'année. Moi, j'aurais espéré qu'on se souhaite des vœux de bien vivre ensemble, de construction de projets. Et là, on a des déclarations comme celles qui ont été faites par le ministre des Affaires étrangères, qui sont un peu étonnantes de la part d'un ministre des Affaires étrangères qui, en général, a un peu plus de retenue, d'autant plus qu'il est centriste. Et là, on a l'impression que tout le monde veut que ça se passe très mal entre la France et l'Algérie. Mais Majid, c'est normal. D'abord, si Jean-Noël Barrot parle comme ça, c'est qu'il a l'aval du président de la République et du Premier ministre, François Bayrou, c'est évident. Et je le mets en lien avec les propos très durs d'Emmanuel Macron. Moi, j'entends ce que vous dites, paix, amour et vivre ensemble. La réalité, c'est qu'on a un écrivain français qui est emprisonné de façon arbitraire. Je sais bien que c'est une des conséquences du Sahara occidental. Je veux dire, il y a un moment donné, Marocains, Algériens, il va falloir que tout le monde se mette d'accord, parce qu'on ne peut pas penduler notre vie entière sur ce qui est cette ligne rouge, et pour les Algériens et pour les Marocains. Ça, c'est évident. Et moi, j'entends ce que vous dites, hein. J'aime beaucoup votre projet, mais c'est impossible d'avoir un projet pareil avec un écrivain emprisonné. Ça n'est pas possible. Et la réalité, il y a une décision diplomatique de la France. La riposte immédiate, c'est on prend Boualem Sansal, on le met, on l'empêche de se soigner en plus. Évidemment, et ben moi je pense que oui, effectivement, c'est un déshonneur. Et je comprends très bien la position super dure de la diplomatie française et de la présidence de la République. Majid Siocine, et ensuite Jean de Rideau et Philippe Bilger. Oui.
Alors évidemment, on n'est jamais très content quand on empoisonne un intellectuel. Après, je pense que malheureusement, Boualem Sansal savait ce qu'il faisait en allant en Algérie, puisqu'il est franco-algérien, il savait ce qu'il attendait. Et je me demande ce qu'il est allé faire en Algérie. À sa place, je ne serais pas allé à Alger. Si j'avais été Boualem Sansal, je ne serais pas allé à Alger. Donc après, c'est un choix qui lui appartenait. Alors, mais il n'a pas à être emprisonné quand même, Majid. Reconnaissez qu'il n'a pas à être emprisonné. Pardon. Laissez-moi ne coupez pas la parole, s'il vous plaît. C'est comme ça que j'ai commencé mon propos. Moi, j'aime beaucoup les intellectuels. Je ne suis pas du tout heureux quand je pense en plus que ça ne rend pas service à la cause que prétend défendre l'Algérie en emprisonnant un intellectuel. Mais ce que je faisais remarquer, après avoir dit que je n'étais pas favorable à la mission en prison d'un intellectuel, c'est que Boualem Sansal savait très bien ce qu'il faisait en allant en Algérie. À sa place, je n'aurais pas été à Alger. Et ça, c'est un autre débat. Oui, vous insinuez qu'il l'a bien cherché d'une certaine manière. C'est pas bien de parler comme ça. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'aurait pas dû aller à Alger. Si j'avais pas sa place, je ne serais pas allé à Alger. D'accord. Mais malheureusement, il y est allé. Aujourd'hui, on se trouve dans une impasse. Il faut qu'il soit libéré. Il y a eu un choix. Non, mais il faut qu'il soit libéré. Ça peut pas être le Sahara occidental contre Sansal. Évidemment qu'il faut qu'il soit libéré, mais ça, il faut laisser la justice algérienne prendre ses responsabilités. Oui, mais malheureusement, la France, vous savez, j'ai l'impression que malgré une histoire commune aussi ancienne, aussi étroite, aussi importante, les gens méconnaissent l'Algérie. Mais moi, laissez-moi finir. Il y a un fondamental en Algérie. Il ne sert à rien de rouler les épaules, d'engager un bras de fer avec l'Algérie, parce que ça ne fait sans limite. Et dans cette situation-là, c'est comme quand vous avez un accrochage dans la circulation. Vous pouvez sortir de votre voiture et vous bagarrer. Ça, c'est l'attitude la plus stupide. L'attitude la plus intelligente, c'est de baisser le niveau de tension pour renouer un dialogue et chercher un moyen de régler le problème. D'accord, mais moi j'entends bien. On ne le réglera pas en cherchant un affrontement. On ira de Carib dans Silla et on ne fera avancer aucune des causes, et notamment pas la cause de Boualem Sansal. Et je pense que c'est pas à la France de s'occuper de la cause de Boualem Sansal. C'est un sortissant français. Ça n'a aucun sens. Non, mais par pur pragmatisme. Pour que cet homme puisse sortir de prison et aller se soigner, il faut chercher un tiers bienveillant. Et ça, c'est de l'intelligence pragmatique. Mais Majid, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur Boualem Sansal. Il n'avait aucune raison de craindre une arrestation en Algérie. Il avait fait beaucoup d'allers-retours sans problème. Il a peut-être été naïf à cette occasion, surestimé la capacité de tolérance de l'Algérie. Mais moi, je voudrais revenir un peu au débat de Sud Radio. Qu'est-ce que vous pensez des propos de ces 3 influenceurs algériens en France? Alors écoutez, ces propos sont extrêmement condamnables. Ces gens-là se sont exprimés avec une vulgarité, en tenant des propos inadmissibles, inqualifiables, qui n'engagent qu'eux-mêmes. J'ai l'impression qu'on a affaire à des espèces de Savonaroles, des illuminés qui parlent pour eux-mêmes et qui croient peut-être investis d'une mission rédemptrice quelconque. Je suis d'accord. Je n'imagine même pas... ce serait presque même insulter l'État algérien que d'imaginer qu'il a besoin de ce genre d'individus pour faire passer ses messages. Mais pourquoi ces gens-là ne représentent qu'eux-mêmes et font honte à tous ceux qui peuvent avoir une attache avec l'Algérie. D'accord. On ne se reconnaît pas dans leur vulgarité. Majid Sinossine, pourquoi à ce moment-là, en matière de diplomatie, quand il y a ce type d'événements qui arrivent, sachant que c'est quand même un petit peu tendu, il n'y a pas un mot finalement des autorités algériennes en disant on n'est pas du tout c'est aussi ce chemin d'apaisement aussi. Après, je pense que n'importe quel gouvernement dans cette situation n'interviendrait pas, n'irait pas se corrompre en chercher. Vous savez, celui qui veut s'excuser cherche à se justifier. Je pense que si moi, en tant que Français, je disais les pires cochonneries du monde sur un État voisin, je pense que le ministre des Affaires étrangères ne prendrait pas parole pour condamner mes propos. Probablement pas, parce que tout le monde sait, toute personne censée sait très bien que l'Algérie ne s'abaisse pas à ce niveau-là. Ils sont quand même largement au-dessus, ils sont quand même beaucoup plus intelligents que ça, ils ont d'autres moyens
de montrer leur mécontentement et de faire jouer leur influence. Merci en tout cas 1000 fois Majid Sinossine, militant associatif et bloqueur franco-algérien. Et je veux juste signaler que beaucoup ont refusé de prendre la place de Majid Sinossine aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre courage. Merci beaucoup. Merci les vraies voix. Merci Philippe Bilger, Françoise Degois et Henri Vernet. J'ai envie de l'appeler Henri Vernet. Je trouve qu'il a un côté Henri Vernet aujourd'hui. Jean Dorido. Henri Verneuil Non, Vernet. Vernet. Ah oui, c'était l'acteur. Smart People. Le gars du Parisien. Non, pas du tout. Il y a un il y en a. C'est un homologue. Voilà. Alors que lui, c'est une omoplate. Allez, les amis, dans un instant, les vraies voix citoyennes. Et on va parler des assises de la justice qui vont avoir lieu à Nice le 25 janvier avec plein de choses dessus. D'ailleurs, Philippe Bilger, vous êtes en garde à vue. Non, je plaisante. Allez, à tout de suite. Vous souhaitez une très bonne soirée.